Mon mari n'a jamais voulu de Marvin, et il ne l'a jamais aimé, a un jour confessé sa mère, Alberta. Le pire, c'est qu'il ne voulait pas non plus que je l'aime. Il était le prince de la soul, la voix derrière What's Going On et Sexual Healing. Mais pendant que le monde dansait sur sa musique, Marvin se noyait dans la douleur, battu dans son enfance, tourmenté par l'addiction, sombrant dans la paranoïa. Il avait offert une arme à feu à son père, pour sa protection. Ce cadeau allait sceller une fin encore plus tragique. Comment un homme capable de créer tant de beauté a-t-il pu vivre dans une telle souffrance? Voici l'histoire de la brillance de Marvin Gaye, de sa déchéance et du chagrin caché derrière les gros titres. Le garçon que son père n'a jamais aimé. Marvin Pentz Gay Jr., connu du monde entier sous le nom de Marvin Gaye, est né en 1939. Son premier foyer n'avait rien d'un vrai foyer. Il s'agissait d'un logement dans les Fairfax Apartments, un projet de logement délabré situé dans le Southwest Waterfront, un quartier que lui et ses amis d'enfance appelaient Simple City, pour sa combinaison chaotique de misère urbaine et de négligence rurale. Les appartements manquaient d'eau courante, d'électricité et d'espace. Des baraques surpeuplées, des murs en ruine et des ruelles remplies d'immondices composaient les premiers souvenirs de Marvin. Il était le deuxième de 4 enfants nés d'Alberta Gay, une femme de ménage, et du révérend Marvin Gaye Sr., un prédicateur pentecôtiste de rue au tempérament instable et au code moral inflexible. Le foyer était dominé par une religion oppressante, issue de l'Église de Dieu, une branche fusionnant ferveur pentecôtiste et conservatisme extrême. Ce système de croyance, et l'homme qui l'incarnait, ont façonné la vie de Marvin par la violence, la peur et la confusion. Dès l'âge de 4 ans, Marvin chantait dans l'église de son père. La musique devint sa seule source constante de réconfort dans un monde instable. Pourtant, bien que son père fût un pianiste accompli, il n'encouragea jamais son talent avec bienveillance. Marvin décrivait son père comme un roi très particulier, changeant, cruel et tout-puissant. Lui et ses frères et sœurs racontèrent que les corrections étaient fréquentes, déclenchées par des fautes minimes, emprunter une brosse à cheveux, rentrer trop tard ou mal réciter un verset biblique. Sa sœur Jeanne déclara plus tard « De 7 ans jusqu'à l'adolescence, la vie de Marvin à la maison se résumait à une série de corrections brutales. Les sévices étaient constants et profondément psychologiques. Tous les enfants faisaient pipi au lit, un symptôme souvent associé au traumatisme. Leur père les battait aussi pour cela. Alberta, leur mère, tentait de protéger ses enfants, surtout Marvin, mais elle vivait elle-même dans la peur. « Mon mari n'a jamais voulu Marvin », confia-t-elle. Il disait ne pas croire que Marvin était son fils. Mais quoi qu'il en soit, il ne l'aimait pas. Et pire encore, il ne voulait pas que je l'aime. Ce rejet, Marvin l'a internalisé. Il dira plus tard, « Sans ma mère, je pense que j'aurais été un de ces enfants suicidés qu'on lit dans les journaux. » Obtenir l'amour de son père était, selon lui, l'objectif ultime de mon enfance. Un objectif qu'il n'a jamais atteint. Un aspect particulièrement complexe et traumatisant de son enfance fut la réputation de son père dans le quartier. Il portait des vêtements féminins à la maison. En public, Marvin Sr. restait une figure religieuse stricte, mais cette double vie déstabilisait et humiliant son fils, surtout dans une époque profondément homophobe et conservatrice. Cette contradiction nourrit chez Marvin un profond conflit autour de la masculinité, de la honte et de l'identité. Le fardeau psychologique s'alourdissait avec les moqueries des enfants du quartier qui se moquaient de son nom de famille et chuchotaient sur les comportements de son père. Marvin finira par ajouter un « E » à son nom, devenant Marvin Gaye, à la fois pour imiter son idole Sam Cooke et pour symboliquement couper les ponts avec son père. Sa scolarité fut instable. Il fréquenta les écoles Cefax Elementary et Randall Junior High, où il se distingua pour la première fois en rejoignant le Glee Club. Mais même en dehors du foyer, les conflits le poursuivaient. Au début des années 1950,
la famille emménagea dans une autre cité HLM, les East Capitol Dwellings, marquée elle aussi par la pauvreté et la violence. Sa seule échappatoire, c'était la musique. À l'adolescence, il chantait dans des groupes de doo-wop comme les Deepers ou les DC Tones. La musique n'était pas un simple passe-temps, c'était une bouée de sauvetage. Pourtant, la vie à la maison restait si insupportable que son père le mettait régulièrement à la porte. En 1956, à 17 ans, Marvin abandonna l'école et s'enrôla dans l'armée de l'air américaine. Il espérait y trouver un sens, une structure, mais il n'y trouva qu'une autre forme d'autorité étouffante. Affecté à des tâches subalternes, loin de sa passion pour l'aviation, il devint vite désillusionné. Marvin simula alors une maladie mentale pour être réformé. Son évaluation militaire fut sans appel. Le soldat gay ne supporte ni la discipline ni l'autorité. C'est à cette époque qu'il aurait perdu sa virginité avec une prostituée, un détail que certains biographes interprètent comme révélateur de sa confusion autour de l'intimité, du plaisir et de la culpabilité, alimentée par son éducation religieuse stricte et les abus émotionnels subis. Le musicologue espagnol Luis Lapuente explique « Cela éclaire l'obsession permanente de Marvin pour le sexe qu'il portait avec un profond sentiment de culpabilité. » De retour à Washington, D.C., Marvin reprit sa carrière musicale avec détermination. À la fin des années 1950, il rejoignit les New Moon Glows, un groupe de doo-wop dirigé par Harvey Fuqua, et déménagea avec lui à Détroit. Là, son talent brut attira l'attention, jusqu'à ce qu'il rencontre Berry Gordy Jr. de Motown. Mais les fantômes de son enfance ne le quittèrent jamais. Sa douleur ne disparut pas. Elle changea simplement de forme. Même après avoir connu la gloire mondiale avec des titres comme What's Going On, Let's Get It On ou Sexual Healing, Marvin Gaye portait toujours le poids de ses blessures. Quand le désir devient ténèbres. La vie amoureuse de Marvin Gaye fut aussi complexe, controversée et tragique que la musique qu'il a créée. Derrière les grooves envoûtants de Let's Get It On et la vulnérabilité sensuelle de Sexual Healing, se cachait un homme en conflit permanent avec ses désirs, ses croyances et ses démons. Les relations de Gaye furent marquées par des traumatismes précoces et une profonde insécurité. Sa première grande histoire d'amour fut avec Anna Gordy, sœur du fondateur de Motown, Berry Gordy. Ils commencèrent à se fréquenter en 1960, malgré 17 ans de différence d'âge. Marvin avait 21 ans, Anna en avait 38. Ils se marièrent en 1963, au moment où Gaye connaissait une ascension fulgurante chez Motown. Mais leur union était orageuse. Gaye décrivait Anna comme à la fois sa muse et sa bourreau, tandis qu'Anna aurait été physiquement et verbalement violente. Gaye, à son tour, aurait répondu par sa propre violence. L'infidélité gangrena leur mariage des deux côtés, et au début des années 1970, leur relation s'effondrait. L'un des épisodes les plus troublants survint en 1965, lorsque Denise Gordy, nièce d'Anna, âgée de 16 ans, donna naissance à un garçon, Marvin III. Officiellement, l'enfant fut adopté par Anna et Marvin. Cependant, plusieurs biographes, dont Michael Eric Dyson, affirment que Marvin était en réalité le père biologique de l'enfant et que Denise aurait été sollicitée pour porter un enfant pour le couple, Anna se croyant stérile. Sur le plan légal et éthique, l'affaire soulève de graves préoccupations. Marvin avait environ 26 ans, Denise était mineure, aucune accusation criminelle ne fut jamais déposée et la vérité resta cachée pendant des décennies. Après sa séparation d'Anna, Gaye rencontra Janice Hunter, âgée de 17 ans, en 1973 alors qu'il enregistrait Let's Get It On. Gaye avait 33 ans. La mère de Janice, Barbara, aurait encouragé la relation. Ils emménagèrent ensemble dans une cabane à Topanga Canyon, en Californie. Janice tomba vite enceinte de leur fille Nonna, puis de leur fils Frankie. Le divorce entre Marvin et Anna fut prononcé en 1977 et il épousa Janice la même année.
Mais ce mariage était loin d'être sain. Gay devint possessif et manipulateur. Selon Janice et la mère de Marvin, Alberta, Marvin aurait incité Janice à avoir des rapports avec d'autres hommes, exigeant ensuite qu'elle lui raconte les détails les plus intimes pour nourrir ses fantasmes et entretenir une spirale d'autodestruction émotionnelle. Alberta déclara « Il voulait que Janice aille avec d'autres hommes, puis il souffrait des conséquences. Il voulait souffrir. » La violence persista. Comme Anna avant elle, Janice subit les abus physiques de Marvin, des violences que biographes et critiques interprètent comme issues d'une haine de soi profondément enracinée. Le critique musical Robert Christgau écrivit que Marvin en venait à mépriser les femmes pour les choses perverses qu'il les forçait à faire. Avant même ses 21 ans, Janice aurait été poussée dans des aventures avec Rick James, Frankie Beverly et Teddy Pendergrass, des relations encouragées ou tolérées par Gay. Il projetait sur elle ses fantasmes sexuels, souvent marqués par le voyeurisme, le masochisme et la manipulation émotionnelle. Dans des interviews, Gay reconnaissait que sa sexualité avait été façonnée par Anna Gordy, qui lui avait enseigné des « astuces » qu'il aurait ensuite imposées à Janice. De façon troublante, il partageait même ses détails intimes avec sa propre mère, brouillant encore davantage les frontières déjà floues de son intimité. Ses obsessions pour la domination, la jalousie et l'humiliation apparaissaient également dans ses chansons, notamment I Want You, directement inspirée de sa relation tumultueuse avec Janice. Les vues de Gay sur la sexualité étaient souvent paradoxales. Profondément croyant mais dépendant au plaisir charnel, il tenta de fusionner spiritualité et sexualité dans sa musique. Ce conflit intérieur transparaît particulièrement dans Sexual Healing, écrite lors de son exil volontaire en Belgique après des années de dépression et d'addiction à la cocaïne. La chanson, coécrite avec David Ritz, naquit d'une blague de ce dernier en découvrant la vaste collection de pornographie de Gay. Tu as besoin d'une guérison sexuelle. Gay lutta également avec son identité de genre et sa fluidité sexuelle. Il confia à Ritz qu'il lui arrivait, comme son père, de porter des vêtements féminins en privé. Des rumeurs circulèrent sur des expériences homosexuelles, notamment l'affirmation de Quincy Jones en 2018, selon laquelle Marvin Gaye aurait eu une liaison avec Marlon Brando. Affirmation vigoureusement démentie par la famille de Gay. Son fils, Marvin III, déclara que son père était un homme à femme, mais sans préjugés envers les homosexuels. Après son divorce avec Janice en 1981, Gay enchaîna les relations instables. Il fréquenta brièvement la mannequin néerlandaise Eugénie Wyss et l'aristocrate britannique Lady Edith Foxwell. En 1983, il s'engagea avec Deborah Decker, qui affirma être enceinte de lui avant de faire une fausse couche. Gay l'installa dans un appartement à West Hollywood pour la protéger des tensions familiales. La turbulence émotionnelle de Gay se reflétait dans ses derniers enregistrements. Des titres comme Sanctified Lady, Savage in the Sack et Masochistic Beauty témoignent d'une obsession croissante pour la dégradation sexuelle, la culpabilité religieuse et la domination. Ces morceaux, publiés à titre posthume dans l'album Dream of a Lifetime, offrent un aperçu brut de la psyché fracturée de Gay. Dans Masochistic Beauty, il rappe avec un faux accent britannique, ordonnant à une femme de lui obéir dans des fantasmes BDSM. Il y mêle sadomasochisme et imagerie religieuse, disant à la femme qu'elle doit se soumettre à lui, sous peine de se couper de Dieu. Chez lui, la douleur n'était pas qu'un symbole de l'amour. Elle en devenait le canal. Il raconta un jour avoir surpris Anna au lit avec un autre homme et avoir ressenti un mélange étrange d'humiliation et d'excitation. « J'ai toujours été obsédé par l'idée qu'un autre homme fasse l'amour à ma femme, » avoua-t-il. « Dans mon fantasme, cet homme est toujours plus puissant que moi. Lui seul peut la satisfaire. Moi, je ne fais que regarder. » La vie amoureuse de Marvin Gaye fut tragique parce qu'elle ne reposait pas sur l'affection, mais sur la dysfonction,
le contrôle et le traumatisme. Qu'il s'agisse de relations inappropriées avec des mineurs, de secrets d'adoption, de violences domestiques ou de culpabilité religieuse refoulée, Guy resta prisonnier d'un cycle destructeur qui finit par le consumer. Perdre le contrôle. Avec tant de tragédies, abus, célébrités, trahisons, la question n'était jamais de savoir si Marvin Gaye sombrerait dans l'addiction, mais quand cela arriverait. Il commença à consommer des drogues dès le début de sa carrière musicale. À la fin des années 1950 et au début des années 1960, alors qu'il chantait avec Harvey and the Moon Glows, Gaye devint un gros consommateur de marijuana, une habitude qu'il conserva toute sa vie. Au début des années 60, il découvrit la cocaïne, qu'il consommait d'abord en la frottant sur ses gencives ou en l'ingérant, car il n'aimait pas la méthode du sniff. Avec le temps, sa consommation s'intensifia. À la fin des années 1970, son addiction s'aggrava et il commença à fumer de la cocaïne sous forme de freebase, une méthode bien plus dangereuse, procurant un effet plus intense, plus rapide, mais avec des conséquences dévastatrices sur le corps et l'esprit. On rapporte également qu'il consommait du PCP ou poussière d'ange, une drogue hallucinogène connue pour provoquer de fortes dissociations et des épisodes de paranoïa aiguë. Pendant cette période, sa carrière professionnelle se poursuivait, mais sa vie personnelle s'effondrait. Il devait faire face à un mariage en ruine, à des dettes fiscales et à des procès pour pension alimentaire. Ses problèmes financiers l'ont contraint à l'exil en Europe, principalement à Londres, puis à Ostende, en Belgique. Là-bas, sous la tutelle du promoteur Freddy Kousaert, Gaye connut une brève période de sobriété. Kousaert instaura une discipline stricte, l'éloignant de ses influences destructrices et lui apportant un cadre et un soutien émotionnel. C'est durant cette période qu'il enregistra ce qui allait devenir son grand retour commercial. L'album Midnight Love, porté par le tube Sexual Healing, qui remporta un Grammy Award. Mais cette sobriété fut de courte durée. De retour aux États-Unis fin 1982, Gaye rechuta rapidement. La pression de la célébrité, les traumatismes non résolus et une paranoïa grandissante anéantirent les progrès réalisés en Belgique. Son comportement devint de plus en plus erratique. Convaincu que quelqu'un cherchait à l'assassiner, il portait régulièrement un gilet pare-balles. Il engagea des gardes du corps armés, refusait de prendre l'ascenseur et ordonnait à ses chauffeurs de limousine de prendre des itinéraires compliqués pour semer d'éventuels poursuivants. Il affirma même avoir été empoisonné, allant jusqu'à convoquer une conférence de presse pour le révéler, déclarant avoir engagé un avocat pour enquêter. Lors de la tournée Sexual Healing en 1983, sa santé mentale continua de se détériorer. Malgré le succès commercial de la tournée, Gaye était rongé par l'anxiété et l'instabilité émotionnelle. Il n'acceptait de boire que de l'eau donnée par sa sœur Zeola, craignant d'être empoisonné. Il fut hospitalisé en Floride pour épuisement, et ses proches affirmaient qu'il avait la conviction que chaque ville de la tournée pourrait être la dernière. Son ex-épouse Janice Hunter écrivit dans ses mémoires After the Dance que Gaye était tourmenté par le doute et la peur. Selon Zeola, il souffrait d'une paranoïa extrême, persuadé qu'on le suivait et qu'un complot était en cours pour le tuer. À un moment donné, Gaye offrit à son père, Marvin Gaye Sr., une arme à feu pour sa protection. Dans un sinistre retournement du destin, ce geste allait sceller l'un des chapitres les plus tragiques de sa vie. La consommation de drogue de Gaye n'était pas motivée uniquement par la recherche de plaisir. Elle était souvent liée à l'automutilation. En 1983, il aurait tenté de se suicider à 2 reprises, dont une fois en ingérant près de 30 grammes de cocaïne en moins d'1 heure. Sa consommation était devenue rituelle, compulsive. Selon le magazine Ebony, Gaye alternait entre la lecture des écritures et des lignes de cocaïne, une juxtaposition qui illustrait l'extrême dualité qu'il habitait. Un homme perpétuellement déchiré entre la quête du salut spirituel et l'appel de l'autodestruction. L'arme qu'il avait offerte est devenue sa sentence de mort. Et le jour arriva enfin. Une perte si tragique, si intime,
que personne n'aurait pu imaginer une fin pareille. La mort de Marvin Gaye, le 1er avril 1984, demeure l'un des événements les plus choquants et tragiques de l'histoire de la musique. Après un exil volontaire en Europe au début des années 1980, Marvin retourna vivre chez ses parents, au 2000 un South Gramercy Place à Los Angeles, pour s'occuper de sa mère Alberta, alors en convalescence après une opération des reins. Bien qu'il ait lui-même acheté cette maison une décennie plus tôt, ses relations avec son père restaient tendues et explosives. À la fin de l'année 1983, les conflits s'intensifièrent. Les disputes étaient fréquentes et Marvin commença à accumuler des armes à feu. 4 jours avant sa mort, il aurait tenté de se suicider en sautant d'une voiture en marche. Son état mental et émotionnel était gravement détérioré. Selon sa sœur Jeanne, il était obsédé par la mort et confiait à ses proches qu'il ne pouvait plus continuer. Le 1er avril 1984, une dispute éclata à propos d'une lettre d'assurance égarée. Les parents de Marvin se disputaient violemment et il intervint pour protéger sa mère. Lorsque son père monta à l'étage en criant, Marvin l'agressa physiquement, le bousculant, le frappant, le rouant de coups. Alberta raconta plus tard « Marvin l'a frappé, j'ai crié pour qu'il arrête. Il a donné de violents coups de pied à mon mari. » Après avoir été séparé par Alberta, Marvin Sr. se rendit dans sa chambre, récupéra le pistolet que son fils lui avait offert, puis revint dans la chambre de Marvin. À 12h38, il tira une balle en pleine poitrine de son fils, transperçant son cœur. Il tira ensuite une seconde balle à l'épaule. Alberta fut témoin de la scène et hurla. Marvin s'effondra, glissa du lit et mourut quelques instants plus tard. Il fut déclaré mort à 13h01 au California Hospital Medical Center. Il allait avoir 45 ans le lendemain. Frankie Gaye, le frère de Marvin, accourut dans la maison après avoir entendu les coups de feu. Il trouva Marvin en train de saigner, mourant. Dans ces derniers instants, Marvin lui aurait murmuré « J'ai eu ce que je voulais. Je n'ai pas pu le faire moi-même, alors je l'ai laissé faire. C'est bien. J'ai couru ma course, il ne me reste plus rien. » La suite fut tout aussi déchirante. Marvin Sr. resta assis calmement sur le perron après avoir tiré. Il fut ensuite arrêté. Au policier, il déclara avoir agi en état de légitime défense et affirma qu'il ignorait que le pistolet était chargé. Lorsqu'on lui demanda s'il aimait son fils, il répondit « Disons que je ne le détestais pas. » L'enquête révéla de nombreux hématomes sur le corps de Marvin Sr., corroborant sa version des faits, selon laquelle il avait été agressé physiquement. En raison de son âge, de l'altercation et d'une tumeur cérébrale diagnostiquée, l'accusation de meurtre avec préméditation fut réduite à homicide volontaire. Il plaida « no contest » et écopa d'une peine de 6 ans avec sursis et de 5 années de probation. Il termina ses jours dans une maison de retraite et mourut d'une pneumonie en 1998. Marvin Gaye fut incinéré et ses cendres dispersées dans l'océan Pacifique. Plus de 10 000 personnes assistèrent à ses funérailles. Stevie Wonder chanta et Smokey Robinson prononça son éloge funèbre. Marvin fut inhumé vêtu d'un costume militaire blanc et or, celui de sa dernière tournée, enveloppé dans une cape d'hermine. Au moment de sa mort, Marvin n'avait pas rédigé de testament. Il devait plus de 1 600 000 $ au fisc et près de 300 000 $ à son ex-femme, Anna Gordy. Ses enfants héritèrent de sa succession, mais les batailles juridiques entre Motown et CBS autour de ces enregistrements inédits durèrent encore des années. La tragédie ne s'arrêta pas avec la mort de Marvin. Sa mère Alberta divorça de Marvin Sr. 3 ans plus tard, puis mourut d'un cancer des os en 1987. Frankie, qui avait tenu Marvin dans ses bras à ses derniers instants, succomba à une crise cardiaque en 2001. Après sa disparition, de nombreuses personnes proches de lui, dont ses frères et sœurs, crurent que ce meurtre était une forme de suicide assisté.
Ils évoquèrent des années de comportement suicidaire et la conscience aiguë qu'avait Marvin du tempérament explosif de son père. Le garde du corps Andrew White déclara « Il voulait mourir, mais ne pouvait pas le faire lui-même. Il a laissé son père s'en charger. » Le monde de la musique fut profondément ébranlé par sa perte. En 1987, Marvin Gaye fut intronisé au Rock and Roll Hall of Fame. Son influence continue de transcender les générations. Son dernier album, Midnight Love, et notamment Sexual Healing, annonçait une renaissance artistique et laissait entrevoir tout ce qu'il aurait encore pu créer. Malgré les drames et la destruction, l'art de Marvin Gaye reste intemporel. Son œuvre fusionne profondeur spirituelle, vulnérabilité brute et urgence politique. Pourtant, cette même intensité émotionnelle qui animait sa musique annonçait aussi sa fin tragique. Il nous a offert « What's Going On ». Mais nous sommes-nous jamais réellement demandé qu'est-ce qui se passait en lui? Derrière cette voix douce et ces chansons éternelles, il y avait un homme en souffrance qui cherchait une paix qu'il n'a jamais vraiment trouvée. Pensez-vous que c'est la célébrité, la famille ou la peur qui a détruit Marvin Gaye? A-t-il jamais été compris de son vivant? Si cette histoire vous a ému, cliquez sur « J'aime ». Partagez vos impressions en commentaire et abonnez-vous pour découvrir d'autres vérités cachées derrière les icônes. Parce que derrière les projecteurs, il y a toujours une autre face.